21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ce soir, ce sont donc les 32e victoires de la musique, l'occasion pour chacun de se dire qu'on s'y connaît super bien en musique quand on voit l'album acheté par hasard à la Fnac récompensé comme album de l'année. Alors une cérémonie avec une catégorie étrange chaque année, c'est la catégorie musique urbaine, dans laquelle on ne trouve que du rap. Et c'est vrai que ça arrive souvent de rentrer dans un magasin et de dire « Bonjour, je voudrais un disque de musique urbaine ». Une personne habitant au fin fond de la campagne peut-elle aimer le rap alors qu'il s'agit de musique urbaine? Oui, les victoires de la musique interrogent et on continuera encore longtemps de s'interroger pourquoi ça ne s'appelle pas tout simplement catégorie rap ou hip-hop. Eux, ce soir, ils sont au zénith de l'actualité et les informés de France Info reçoivent Irène Inchospé, bonsoir. Bonsoir. Du journal, du quotidien, pardon, L'Opinion, également. C'est un journal. Oui, un journal, et on va dire quotidien, comme ça, voilà, on peut le trouver. Jean-Claude Jaillette de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Également le comédien et humoriste Christophe Alévèque, bonsoir Christophe. Bonsoir. Et également Virginie Le Petit de Courrier International, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, 4 débats qui refusent les vacances. Et si après le Brexit, l'Europe s'attaquait au Grexit, la présidentielle française résistera-t-elle aux attaques Internet? Fillon la reconquête tranquillou, et Le Pen matraque l'audimat. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Alors ce vieux slogan de manifestation qui sent bon la contestation et la saucisse chaude est un peu le résumé du jugement rendu dans l'affaire Cédric Héroux, l'agriculteur de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, qui était jugé pour avoir aidé des migrants dans la vallée franco-italienne de la Roya, a donc été condamné ce vendredi à 3 000 € d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice, alors que 8 mois de prison avec sursis avaient été requis contre lui. Au travers du procès de Cédric Héroux, c'est le délit de solidarité qui était jugé. Peut-on être condamné pour avoir bénévolement aidé un migrant quand bien même clandestin? Le tribunal a donc répondu non, puisque c'est pour leur avoir fait passer la frontière que l'agriculteur a été condamné. Alors maintenant, eh bien, il ne compte pas s'arrêter là, Cédric Héroux. Nos représentants politiques ont le devoir d'assumer leurs responsabilités en accueillant avec dignité les gens qui mettent les pieds sur le sol français. Que ça soit une mairie, que ça soit un département, que ce soit une région, que ce soit une nation, que ce soit un continent, l'Europe se doit de respecter le droit humain, le droit des enfants avant tout. Voilà, Cédric Héroux, donc à la sortie du tribunal de Nice ce matin. Irène Inchospé, est-ce que c'était le délit de solidarité, finalement, aujourd'hui, qui était jugé davantage que Cédric Héroux? Oui, c'est un délit de solidarité. Il est toujours prévu dans le code des étrangers, des séjours des étrangers et du droit d'asile. Alors, il a été modifié cet article-là en 2012, mais il n'a pas été supprimé. Oui. C'est-à-dire il est toujours possible d'héberger quelqu'un en situation irrégulière, voilà. Mais il est toujours interdit de le faire circuler dans l'Hexagone ou de lui faire franchir une frontière. Donc c'est pour ça qu'il était jugé. Bon, mais c'est souvent assez compliqué, effectivement. C'est assez mouvant, effectivement, parce que quand quand vous l'hébergez et qu'il circule dans le coin, donc en général, les gens sont très peu condamnés, ce qui est son cas. Et après tout, si les juges ont jugé ça, c'est très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une loi. Bon, il avait fait passer la frontière. Alors moi, j'aurais préféré honnêtement qu'on lui applique la jurisprudence Christine Lagarde, c'est-à-dire une condamnation, mais dispensée de peine, parce que quand même, je pense qu'il y a des lois, faut quand même les respecter, ou alors faut les changer. C'est-à-dire, il faut retourner devant l'Assemblée et dire, alléger, de supprimer définitivement le délit de solidarité du code. Mais tant qu'il y a des lois, il faut quand même les appliquer. Voilà. Alors, Jean-Claude Jaillette, est-ce que là aussi on était dans le symbole aussi, quand même, avec Cédric Héroux? Oui, moi je trouve que le jugement est formidable. Le juge a appliqué, le tribunal a appliqué la loi et a reconnu le délit de solidarité au nom des conditions au nom de l'hygiène, de la sécurité, de la santé des gens. C'est très bien. Alors effectivement, mais il l'a appliqué d'autant plus que le parquet avait réclamé quand même de la prison avec 8 mois avec sursis. Et là, il n'a que 3 000 € d'amende. Mais cela dit, moi, je trouve que il prend un peu la grosse tête quand même, Cédric Héroux. Oui. Pourquoi? Moi, je le trouve, il est très sympathique, c'est formidable, c'est un héros moderne. Sauf que là, il se met à attaquer les flics, il commence à parler de course au noir. Je trouve que là, quand même, il commence à exagérer un peu. Voilà. Christophe Alévèque, pour vous aujourd'hui justement, Cédric Héroux, c'est ce symbole là aujourd'hui de. Je trouve que vu l'actualité qu'on a en ce moment, qui est assez nauséabonde, avec du fictif, de la matraque qui va par hasard un peu n'importe où,
et d'une présidentielle qui s'annonce encore plus terrible que prévu. C'est de voir un mec comme ça, c'est une bonne nouvelle, même si effectivement, je suis d'accord dans son attitude. On sent quand même que il prend un peu la grosse tête. Il se prend pas pour un quand même. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est une nouvelle fraîche, c'est une bonne nouvelle. Voilà, des gens hors la loi comme lui, j'aimerais qu'il y en ait plus. Et puis j'aimerais qu'un jour on entende aux actualités quelqu'un était condamné parce qu'il a justement refusé d'abriter un migrant. Ça, je préférerais. Alors, justement, Virginie Petit, alors c'est pas la première fois que la justice se penche sur ce genre d'affaires. La plupart du temps, elle dispense de peine, mais les associations disent « mais il y en a de plus en plus ». Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour les dissuader? Aujourd'hui, vous pensez que la justice agit de cette manière? La justice, elle s'exerce plus non plus dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même les attentats de 2015, ceux de janvier, ceux de novembre, et qui font que les juges sont obligés de tenir compte de tout ça. Cela dit, ce qui semble, c'est que malgré tout, le jugement reste très très généreux finalement envers Cédric Herrou, et l'image que ça donne de la France à l'étranger, c'est assez étonnant. C'est un pays assez schizophrène en fait qui ressort, et un héros populaire. Donc effectivement, peut-être qu'il a pris la grosse tête, mais en tout cas pour la presse américaine et notamment le correspondant du New York Times qui l'a énormément suivi, qui a fait des reportages sur lui, c'est un héros populaire. C'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est vraiment, il est devenu emblématique. Et pour les Américains, c'était l'État français qui était en procès, là, en jugement. Ah, en jugement, carrément, d'accord. Ils ont, d'accord. On va continuer à en parler dans un instant. Christophe Lévesque, pas de problème, vous inquiétez pas. Ah, on a déjà fini. Mais oui, mais non, ça y est. Mais c'est quoi, c'est des pubs? On a le temps. Non, pas du tout. C'est une personne très bien, voilà, qui va nous dire quelque chose de très intéressant, puisque l'info à 20h10, c'est l'heure de Pierrick Bonneau. Il est ce soir mis en examen l'auteur de l'attaque du carrousel du Louvre. Un Égyptien de 29 ans devra répondre devant la justice à des actes de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Le terroriste présumé est toujours hospitalisé après avoir été gravement blessé par des tirs de riposte des militaires il y a une semaine. Il s'est vu notifier sa mise en examen par un juge antiterroriste à l'hôpital Georges Pompidou de Paris où il est soigné. Ambiance très tendue ce soir dans le quartier des Halles à Paris. Les policiers ont eu bien du mal à contenir quelques 150 manifestants d'extrême gauche venus soutenir le jeune Théo. L'appel avait été lancé sur les réseaux sociaux. Le centre commercial des Halles a été plongé dans un nuage de gaz lacrymogène vers 19h ce soir. Les touristes étrangers sont venus moins nombreux en France l'an dernier qu'en 2015. Près de 83 millions de visiteurs contre 85 millions un an plus tôt, mais le ministre des Affaires étrangères préfère y voir le verre à moitié plein. Selon Jean-Marc Ayrault, malgré l'impact des attentats, la France résiste et se maintient au rang de première destination touristique mondiale. Ça tombe mal en ce jour de départ en vacances. Un accident impliquant un poids lourd a provoqué près de 10 km de bouchons sur la 10 en Indre-et-Loire. Le camion s'est entièrement vidé de son chargement. La circulation a été coupée toute la journée sur les 3 voies, le temps que les agents de Vinci ramassent 40 tonnes de boîtes de pâté pour chat déversées sur la chaussée. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons, voilà, c'est terrible cette histoire de pâté pour chat. Voilà, les informés de France Info, donc nous parlons de Cédric Herrou, qui a donc été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice dans le jugement, car il avait fait passer des migrants la frontière italienne et française. Christophe Lévesque, vous vouliez rajouter ce que disait Virginie Petit? Oui, le dire sur cette France, il n'y a pas que le Parti Socialiste qui est coupé en deux, oui. Je pense qu'il y a un peu la France en général qui est coupée en deux. Enfin, les Républicains sont coupés en plusieurs morceaux aussi en ce moment. Mais on voit, c'est vrai, Marine Le Pen a, je sais pas, 26-28% dans les sondages. Et puis des gens comme lui, c'est-à-dire qui, je pense que s'il va encore plus loin, c'est aussi parce que il y a un sentiment en France d'intolérance, de racisme, de refus de l'autre. Alors donc, pour montrer que la France c'est pas ça,
je pense qu'on en rajoute une couche. Alors, Virginie Petit, oui, et ça, alors, ça a un impact sur les demandes d'asile pour la France, qui sont quand même en train de baisser. La France a été un grand pays, une grande terre d'asile, et elle a été vue comme telle. Elle ne l'est plus du tout. Maintenant, il y a 80 000 demandes par an en Allemagne pour des demandes d'asile, et la France, c'est moitié moins. Et ça continue de s'écarter. Et c'est dû notamment à cette intolérance affichée et aux politiques qui sont affichées. Irène Chospé, alors justement, vous en parliez tout à l'heure, le délit de solidarité n'a pas vraiment été abrogé. Non. Est-ce que finalement on peut totalement l'abroger, ce délit? Bah écoutez, c'est compliqué, comme vous l'avez rappelé, compte tenu du contexte terroriste. Et puis, enfin, je crois qu'il faut quand même pas faire d'angélisme, excusez-moi, mais même Madame Merkel, qui a ouvert grand les bars aux migrants, et elle a très bien fait, que nous avions lamentablement tous les Européens laissé tomber, elle est en train de renvoyer chez eux les migrants en situation irrégulière. Enfin, je sais pas, il faut quand même tenir compte du contexte de terrorisme et du contexte. On peut pas tolérer, me semble-t-il, en France, des migrants en situation irrégulière qui n'ont pas s'ils ont le statut de réfugiés politiques, bien entendu, c'est autre chose. Mais je crois que c'est faire preuve d'un peu d'angélisme de dire qu'on peut supprimer complètement ce délit. En même temps, ne pas mélanger forcément terrorisme et migrants. Non, pas du tout. Mais je veux dire, on est dans un contexte particulier et dire, on peut laisser rentrer les gens, puis on peut les faire circuler s'ils sont en situation irrégulière, et puis on peut leur faire franchir des frontières. C'est quand même, me semble-t-il, un petit peu compliqué. D'ailleurs, les députés ne sont pas allés jusque-là. C'est ça. Alors, comme je le dis, il y a des lois, mais remettons le sujet à l'Assemblée et que les députés en discutent et là on verra ce qui sort effectivement de la représentation populaire. Je voudrais faire un petit commentaire politique parce que effectivement il n'a pas été complètement abrogé le délit de solidarité en 2012, mais il a quand même été largement amendé, et ce qui a permis au juge de ne condamner que Cédric O qu'à 3 000 € d'amende. Ça, on peut peut-être le mettre au crédit de Hollande parce qu'il s'était engagé à le faire, il s'est engagé à améliorer les conditions d'application de ce délit de solidarité. Il l'a fait. La justice l'utilise aujourd'hui. C'est quand même de reconnaître qu'on peut prendre en charge des migrants au nom de l'humanité, tout simplement, au nom de la santé, au nom de leurs conditions d'hygiène et de mode de vie. La petite condamnation, c'est parce qu'il avait fait, il a fait traverser une frontière. Sauf que la condamnation, l'adoucissement de la peine par rapport à ce que demandait le procureur est fait au nom de cette humanité. Et c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Alors rapidement, Virginie Petit, puisqu'on va passer aux politiques. Sur le lien présupposé entre terrorisme et migrants en situation irrégulière. Jusqu'à présent, les actes terroristes n'ont pas été le fait de gens en situation irrégulière. C'était pas le cas. Non, mais je dis que le contexte explique pourquoi les députés n'ont pas totalement supprimé simplement pour le rappeler. Voilà, c'était pas des gens en situation irrégulière, c'était pas des clandestins. Christophe Lévesque. C'était pour éviter les trafiquants et les passeurs. Voilà, pour terminer là-dessus. Ce que je trouve le plus grave là-dedans, c'est que les demandes, comme vous disiez, les demandes d'asile en France ont diminué. Et je pense qu'en Europe, on est le pays où il y a le moins de demandes d'asile. C'est-à-dire que les gens préfèrent mourir chez eux que venir chez nous. Et c'est ça que je trouve extrêmement grave, moi. C'est que les gens n'aient plus envie de venir chez nous. C'est pas faux. Et d'ailleurs, maintenant, on va parler de politique, d'ailleurs, ou des gens qui sont bien chez nous, d'ailleurs, c'est la politique, puisque c'est dur en ce moment, depuis 3 semaines. François Fillon est pris dans une tempête qui l'oblige à gravir la montagne élyséenne par la face nord, un vent de face, du froid. Il a beau tenter de dire quelque chose, il est totalement inaudible, ça souffle trop fort, voilà. Et puis la cordée ne tient qu'à un filament, puisque selon un sondage Odoxa, présenté par France Info, 7 Français sur 10 et une majorité de sympathisants de droite pensent désormais que l'ancien Premier ministre devrait renoncer à l'élection présidentielle. Ah non, mais il y a de quoi dire au final si on était François Fillon, zut à la fin. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen était hier soir sur France 2 à l'émission politique et a signé tout simplement la meilleure audience pour un magazine de la sorte sur France 2 depuis le 26 avril 2012. Et oui, alors pendant ce temps-là, donc François Fillon, lui, était à Poitiers avec un chauffeur de salle, Jean-Pierre Raffarin, qui s'y connaît pour mettre une sacrée ambiance. Jean-Pierre Raffarin. Un petit mot tout particulier pour dire merci aux nombreux journalistes qui... Non, je veux, s'il vous plaît... Ils ont voulu montrer aujourd'hui combien il était important pour eux de mieux connaître, de mieux comprendre le Poitou et le Futuroscope.
Voilà, c'est un vrai loupard, hein, c'est Jean-Pierre Raffarin. Oui, il me pique mon boulot. Oui, mais Christophe, il y a beaucoup de gens qui vous piquent votre boulot en ce moment. Ça fait longtemps. Jean-Claude Jayette, c'est une réaction classique finalement là de s'en prendre aux journalistes. Aujourd'hui, on le voit, il y a des mots qui sortent tribunal médiatique en ce moment. Mais ça prouve un peu aussi la situation dans laquelle se trouve Fillon, c'est-à-dire qu'il en est, et son entourage en est la preuve, il en est à attaquer les journalistes qui seraient responsables de sa situation, de la situation dans laquelle il se trouve, et les juges. Donc attaquer les corps intermédiaires et attaquer les contre-pouvoirs du système politique, comme le dit Macron d'ailleurs, qui a fait des déclarations sur le sujet dans l'après-midi, je trouve que c'est pas un signe de force et de solidité sur sa position. C'est plutôt un signe de faiblesse. Ouais. Alors justement, Irène Achospé, cette enquête là, je citais Odoxa France Info, montre quand même que il y a un doute aujourd'hui chez les sympathisants de droite. Ça veut dire en fait, finalement, ceux qui font campagne, c'est-à-dire sur le terrain, c'est-à-dire tracter, aller voir les personnes, ça devient quand même compliqué pour eux. On sait bien qu'à un moment, il y a eu des députés aussi qui ont eu des doutes par rapport à François Fillon parce qu'il y avait des retours qui étaient terribles. Ah oui, c'est extrêmement compliqué, effectivement, de parler du programme de François Fillon qu'on connaît, de rigueur, de suppression de 500 000 fonctionnaires, plus toutes ces déclarations, la probité. Il y en a marre des asticés qui font rien. Bon, voilà, je comprends que ça soit extrêmement difficile. Maintenant, on a vu aussi qu'il y a eu tout un moment où les gens à l'intérieur du parti Les Républicains ont essayé d'élaborer un plan B. Oui. Et puis les primaires étant ce qu'elles sont, la légitimité des primaires, comme il a été très bien élu avec une très forte participation, ils n'y sont pas arrivés. Donc je comprends que les sympathisants de droite soient totalement déprimés. Je me mets à leur place. Le peuple de droite, je pense qu'il est passé d'un état de sidération, parce qu'il a fallu qu'il pense l'impossible. C'est-à-dire Fillon, découvrir ça sur Fillon. Alors maintenant, je pense qu'il est aussi découragé. Mais je vois pas comment, sauf s'il sort encore une énième affaire encore plus grave, je vois pas comment ça pourrait être quelqu'un d'autre que François Fillon. Je pense qu'on en est à ce niveau-là, en effet, Christophe. Alors on va continuer à en parler, et notamment donc François Fillon et Marine Le Pen dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau. 4 personnes, dont une mineure de 16 ans qui avait prêté allégeance à Daesh, arrêtée dans Montpellier et sa région ce matin. Un projet d'attentat imminent a été déjoué selon le Premier ministre. Bernard Cazeneuve rappelle que le niveau de menace terroriste est extrêmement élevé en France. Les services antiterroristes ont mis la main ce matin sur 70 grammes de TATP, un puissant explosif utilisé par les djihadistes. En Iran, des centaines de milliers de personnes dans la rue à l'occasion du 38e anniversaire de la révolution de 1979. Des banderoles mort à l'Amérique et des effigies de Donald Trump dans le cortège. La semaine dernière, le président des États-Unis a lancé un avertissement à l'Iran après un test de missile. Téhéran lui a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter son programme. 257 personnes sont mortes sur les routes de France en janvier, 9% de plus que l'an dernier à la même époque, selon la sécurité routière. Le mois dernier, il y a eu moins d'accidents, moins de blessés, mais plus de décès. Et c'est le brouillard qui est souvent à l'origine des accidents routiers en ce début d'année. Et en ce week-end de départ en vacances, soyez particulièrement prudents si vous prenez la route. Bison futé voie rouge demain en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens. C'est le chassé-croisé des congés de février. Ce sera vert en revanche au niveau national. Le trafic est déjà très dense ce soir dans les grandes agglomérations, notamment en Ile-de-France, où ce vendredi est classé orange dans le sens des départs. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Irène Achospé du journal L'Opinion, également Jean-Claude Jayette de Marianne, le comédien et humoriste Christophe Alévèque et Virginie Le Petit de Courrier International. On parle donc de la présidentielle et toujours de cette affaire Fillon. Juste une chose, Virginie Le Petit, il y a eu une conférence de presse hier des avocats. Oui. Est-ce que pour vous finalement, alors qu'on avait dit que François Fillon au niveau de la justice voulait aller vite, c'est même lui qui quand même, est-ce que finalement cette conférence de presse, ça relance pas une nouvelle fois encore une procédure encore plus longue? Oui, et puis surtout, en termes de communication, moi je comprends pas trop parce que ça fait en sorte qu'on ne parle plus que de ça en fait. Et en plus, il est sur pas des vices de procédure, mais il se défend sur la forme et jamais sur le fond. Enfin, c'est quand même assez troublant et c'est pas très malin de sa part, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, mais je vois pas très bien où il va en venir en faisant ce genre de choses. Christophe Alévèque, on sait qu'en politique, on n'est jamais mort. Est-ce que pour vous aujourd'hui, François Fillon peut rebondir, tout simplement? Oui. C'est vrai, on a vu quand même des retours parfois en politique.
le Sarkozy, hein, de toute façon, c'était absolument hallucinant. Mais je crois que ça montre encore à quel point les hommes politiques sont déconnectés. Quand on le voit se défendre, je sais plus quel meeting, il a failli pleurer là. Enfin, on sent qu'il fait pas semblant, quoi. C'est-à-dire que pour lui, je pense que il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, ma femme a collé quelques timbres pour m'aider. Elle a ouvert des lettres. Bon, elle était payée. Et là, on se dit, mais ces gens-là ne vivent plus avec nous. Et pour qu'ils comprennent vraiment, comme les sympathisants de droite ont l'air désorientés, je pense qu'il faudrait que les militants fassent une campagne fictive. Et là, je crois qu'ils comprendraient. Mais le truc qui m'a fait le plus rire, je crois que je l'ai entendu sur France Info. Ah, tant mieux. Ouais. Radio hyper sérieuse. C'est normal. De temps en temps, bon, ça déconne un peu quand même. Ouais. Hein. Ah bon? Non, mais ça déconne un peu. Non, mais je comprends. Pas les journalistes, évidemment. Vous êtes tous absolument brillants. Mais voilà. Bien sûr, c'est sur le plan B, ce fameux plan B qui avait pas, c'est un soutien de Juppé qui dit, alors qu'il se dit, voilà, bon, bah, Juppé est arrivé deuxième, voilà, c'est légitime, etc. Et qui rajoute comme ça, parce que c'est pareil, ça lui échappe. Et de toute façon, lui, il a un avantage, il a déjà été condamné. C'est ça. Et là, on pense à Sarkozy qui, lui, était le troisième. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, je pense que tous ces hommes-là, avec toutes les casseroles qu'ils ont, là, ça fait une cuisine. Hein. Voilà, en tout cas, on a passé nos 5 minutes Fillon réglementaires du soir, parce que de son côté, Marine Le Pen a réjoui l'audimat hier sur France 2 pour l'émission politique des fondamentaux. Alors, on les a entendus comme toujours la préférence nationale, sortir de l'euro, stopper l'immigration, un peu plus de difficultés en économie, un peu de bagarre avec Najat Vallaud-Belkacem et ce face-à-face improbable entre Marine Le Pen et Patrick Buisson à un moment quand même, un peu comme un vieil oncle gênant, vous savez, perturbant la soirée. Marine Le Pen aimerait bien être la Trump française. Bon, au niveau du bronzage, c'est pas encore ça, mais on l'écoute, Marine Le Pen. Je ferai la même chose que M. Trump qui a réussi à obtenir la relocalisation de beaucoup d'entreprises américaines, dont, on le sait bien, Ford, avec ce fameux tweet. J'expliquerai à ces entreprises que si elles ne viennent pas construire leurs voitures en France, eh bien, lorsqu'elles réimporteront leurs voitures en France, elles seront frappées d'un droit de douane. De combien? Nous verrons. Nous verrons. Voilà, donc Marine Le Pen hier soir sur l'émission politique. Jean-Claude Jaët, alors vous avez beaucoup travaillé sur le Front National pour Marianne. Sur les questions économiques, on sait que c'est important, puisque c'est là où on l'attend, on connaît ses positions sur les autres. On l'a senti un peu plus fragile que sur le reste des thématiques. Ben oui, parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, elle a fait des propositions que François Langlais a mis en évidence. Et ce qu'elle propose, c'est Noël au mois de mai, quoi. Ouais, c'est-à-dire, il l'a chiffré grosso modo à 400 milliards, et ils sont pas financés. C'est vrai que à la lecture du programme, moi, c'est la première réaction que j'ai eue. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour tout ça? Alors, on sait bien que son discours, c'est assez schématique, et c'est là où elle est en difficulté. C'est-à-dire qu'elle explique que c'est tout ce qu'elle va gagner sur l'immigration qui va lui permettre de financer tout ça. Et sur la fraude sociale, qu'elle évalue mal d'ailleurs, parce que la fraude sociale, elle la met sur le dos des immigrés, alors que l'IGAS, par exemple, dit que c'est à 80% le fait des professionnels. Donc, tout ça repose sur des choses pas très solides. Et là, elle a été réellement mise en difficulté, j'ai trouvé. Irène Achospé. Oui, mais malheureusement, on voit bien que dans cette campagne présidentielle, ce sont pas les programmes qui comptent. Parce que elle, évidemment, enfin, on sait bien que ça tient pas la route. Là, il en a fait la démonstration, mais on le sait. On voit que quelqu'un comme Emmanuel Macron n'a pas de programme non plus. Et c'est eux qui sont donnés premiers dans les sondages jusqu'ici. Et je trouve que, donc, ça, je pense pas que ça ait beaucoup d'impact, le fait qu'elle soit faiblarde en économie. Finalement, oui, mais justement, on l'a vu face à des patrons de PME quand même, on l'a vu, finalement le côté protectionnisme total comme elle veut faire puisqu'elle s'inspire de Donald Trump. On voit bien face à une patronne de PME, elle dit même pour des produits de luxe, elle a besoin par exemple d'exporter énormément. Oui, bien sûr, mais je suis pas sûr que ça impacte parce que l'audience de l'émission quand même, c'est 3,5 millions de personnes. À mon avis, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont allées voir ce qu'elle disait pour voir si par hasard ils voteraient pas pour elle. Oui, bien sûr. Donc on a vraiment là quelque chose et bon, il y aura peut-être les patrons ne voteront pas pour elle parce qu'ils savent que sortir de l'euro, c'est une folie, mais les gens sont sensibles. Il y a une inquiétude en France très, très claire vis-à-vis de l'avenir du travail et qui est légitime. Et quand elle dit on va taxer les travailleurs étrangers, ça parle. Enfin, je veux dire, je pense pas que la démonstration d'hier va changer quoi que ce soit dans les votes des gens. Rapidement, Jean-Claude Jaët. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que qu'est-ce qui se joue pour elle en ce moment? C'est de gagner un peu plus que son socle habituel. C'est-à-dire, c'est de passer de 20% à 25, 26, voire peut-être 30. Où est-ce qu'elle va le prendre, cet électorat? Elle va le prendre du côté
côté de la droite. Et on voit bien que Fillon baisse, Marine Le Pen monte, Macron aussi un petit peu. Mais c'est surtout dans ces côtés-là qu'elle va aller chercher, que se trouvent ses réserves électorales. Et cet électorat de droite est sensible aux questions économiques. Si on lui promet trop et si on lui promet de raser gratis comme elle le fait, à mon avis, c'est pas aussi gagné qu'elle l'imagine. On va continuer à en parler, Marine Le Pen. On va également parler de cyberattaque, de la présidentielle. On parlera un peu d'Europe. Voilà le beau programme d'avant-week-end. Et oui, déjà, des informés de France Info. À tout de suite. Salut. Tu sais Patrick, j'ai un grand regret. Quoi? J'ai raté l'immanquable, le PSG Barça 2015 en Champions League. Non mais tu rigoles. Non. T'imagines la solitude à la machine à café, les mensonges aux copains. J'ai failli Patrick, j'ai failli. T'inquiète pas Alex, on va ranger ça. C'est ça la génération beIN Sport. Mardi, vivez une soirée d'UEFA Champions League exceptionnelle avec le choc Paris Saint-Germain FC Barcelone en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beINSport.com. France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, veka.fr. Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas. Un front perturbé va s'organiser demain, de l'Alsace et la Lorraine à la Bourgogne et au Limousin. Ce front donnera un peu de pluie et quelques flocons de neige demain matin, mais l'après-midi, cette perturbation sera plus active et les précipitations seront plus continues. Situation perturbée aussi du golfe du Lion au sud du Massif central, où les entrées maritimes, poussées par le vent venu de Méditerranée, vont continuer de s'accumuler, s'accompagnant même d'averses et de neige sur les Cévennes. Des frontières belges à la Bretagne, des averses sont également attendues demain, parfois sous forme de neige ou de la pluie et neige mêlée. Partout ailleurs, la journée sera souvent nuageuse et les éclaircies plutôt courtes. Le soleil fera de plus belles apparitions en matinée dans le sud-ouest et sur les Alpes. En Corse et de l'embouchure de la Gironde à la Vendée et au Poitou, les éclaircies seront encore belles demain après-midi. Côté température, les minimales seront comprises entre -3 et 8 degrés. Et pour les maximales, prévoyez seulement 2 degrés à Lille, 4 degrés à Caen, 7 degrés à Mulhouse, 10 degrés pour Arcachon et Grenoble et jusqu'à 16 degrés à Ajaccio. France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Une semaine après l'attaque au Louvre, les services antiterroristes ont arrêté 4 personnes, dont une adolescente de 16 ans qui avait fait allégeance à Daesh dans la région de Montpellier aujourd'hui. Tous sont soupçonnés de vouloir commettre un attentat imminent contre un site touristique en France. Des explosifs ont également été saisis. 3 000 € d'amende avec sursis pour Cédric Héroux, l'agriculteur de la vallée de la Roya, devenu le symbole de l'aide aux migrants à la frontière entre la France et l'Italie. Le tribunal correctionnel de Nice ne l'a reconnu coupable que d'avoir pris en stop des clandestins depuis l'Italie. Cédric Héroux promet de continuer. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle d'En Marche, critique après les sifflets contre les journalistes lors d'un meeting de François Fillon, candidat Les Républicains, hier soir à Poitiers. Sifflet encouragé par l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin, présent au Futuroscope, attitude que condamne donc le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Samedi à Lyon, j'ai demandé à celles et ceux qui étaient avec moi, ils étaient plus de 8000 dans la salle et plusieurs milliers dehors, de ne pas siffler. Parce que je pense que quand on rassemble des militants, des supporters sur des sifflets, on les rassemble pour son plus grand malheur. Et donc il faut rassembler les gens sur un projet. Ce que je constate, c'est que M. Fillon n'a pas de projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans l'invective permanente. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on ne peut pas prétendre présider la France en étant contre tous les contre-pouvoirs. Un pays quel qu'il soit, on peut les critiquer, on peut se battre contre eux, essayer de construire la vérité par la confrontation et le dialogue. Mais quelque pays que ce soit a besoin de contre-pouvoirs. La justice de notre pays, les journalistes de notre pays construisent une relation critique avec celles et ceux qui s'expriment chaque jour. J'ai à en connaître. Mais c'est notre lot quand on décide de faire cela. On ne peut pas prétendre aux plus hautes fonctions de la République en considérant qu'on doit être un intouchable de la presse et qu'on est au-dessus de la justice. Emmanuel Macron, faut-il ouvrir des discussions avec Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon en vue de la présidentielle? Europe Écologie Les Verts va soumettre la question la semaine prochaine au vote de ses militants et des votants à la primaire écolo. Prudence au volant, bison futé voie rouge, demain samedi en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens en raison du chassé-croisé des vacances de février. Ce sera vert en revanche au niveau national.
Le nombre de morts sur les routes lui a augmenté le mois dernier de 8,9% par rapport à janvier 2016. Malgré les attentats, la France reste la première destination touristique mondiale avec entre 82 et 83 millions de visiteurs étrangers reçus l'an dernier. Malgré une baisse de fréquentation, on reconnaît le Quai d'Orsay qui souligne une reprise dans l'hôtellerie ces derniers mois et notamment une reprise des réservations des Japonais. Mélange des styles et des générations, des valeurs sûres comme Renaud, Benjamin Biolay, Véronique Sanson ou la nouvelle sensation électropop Jane. Les 32e victoires de la musique livrent leur verdict ce soir au Zénith de Paris. Nous serons en direct sur France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de l'actualité. Et eux, ils rebondissent sur l'actualité telle des marsupiaux. Et autour de la table des informés de France Info, nous trouvons Irène Achospé de l'Opinion, également Jean-Claude Jaillette de Marianne, le comédien et humoriste Christophe Alévêque et Virginie Le Petit de Courrier International. Juste avant de passer à notre prochain débat, encore un mot sur Marine Le Pen qui était l'invitée hier, qui faisait sa rentrée médiatique à l'émission politique de France 2. Christophe Alévêque, hier soir, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de discussions autour de personnes qui ont critiqué le choix de France 2 d'inviter Patrick Buisson pour contredire Marine Le Pen. C'était un invité mystère, on l'a vu faire une tête d'ailleurs, Marine Le Pen. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Pour vous, est-ce que c'était un choix? Est-ce que finalement France 2 a bien fait d'inviter et offrir un quart d'heure avec cette confrontation entre deux personnes qui ont un moment partagé Oui, ça fait un peu ton sur ton. Et je suis poli. Ouais. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Pour apporter la contradiction, je suis pas sûr. Pour faire un scoop, sûrement, la preuve, les réseaux sociaux. Ouais. Parce que malgré tout, le service public est quand même tenu de faire une certaine audience. Et on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi, dans les gens qui regardent Marine Le Pen, outre le fait qu'elle est quand même en tête des sondages, donc ça représente des millions de personnes, c'est qu'on attend des clashs. On attend du spectacle, on attend du sang. Donc on se dit, on va regarder parce que ça, comme avec le vieux, avec le borgne, on attendait ça. Marie Le Pen. On se disait, ça va cogner, quoi. Ça va cogner. Parce que c'est pas sur le fond, franchement, que c'est intéressant. La politique de Marine Le Pen, excuse-moi, tiens, une phrase, hein, c'est un peu comme celle de Sarkozy. Plus la ficelle est grosse, plus le con grimpe à l'arbre. Voilà, c'était le marsupial qui... Bien sûr, c'est normal. Voilà. Maintenant, j'y peux rien. Hop, il n'a pas été bon, Buisson, en plus. C'est-à-dire que cet échange-là, franchement, il n'avait aucun intérêt. Après, avec Najat Vallaud-Belkacem, c'était un peu mieux, mais elle a été très agressive, Najat Vallaud-Belkacem. Elle l'a traité 3 fois de menteuse. Bon, c'était peut-être pas la peine, mais enfin, là, c'est un peu castagné. Tandis qu'avec Buisson, franchement, je pense que le bon invité surprise, ça aurait été Jean-Marie Le Pen. Là, j'ai pas pensé. Bah oui, mais là, ça aurait castagné. Ça aurait castagné. Pas tous ensemble. Jean-Claude Jaillette, parce que j'aurais trop longtemps. Jean-Claude Jaillette. Moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, et c'est pas si contre-performant que ça, parce que il l'a bien découvert sur la laïcité. Il y a encore un autre enjeu outre l'électorat de droite. Il y a la droite, ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire la droite de la manif pour tous. Or, Buisson est plus représentatif de cette droite hors les murs que Marine Le Pen, et il l'a poussé à prendre des positions qui gênent un petit peu cet électorat de la manif pour tous, en étant trop précis sur la laïcité, ce qu'elle se serait peut-être bien passé de faire. Alors Virginie Petit, à votre avis, est-ce que Marine Le Pen a-t-elle raison de faire tout le temps référence à Donald Trump? Parce que c'est vrai que depuis qu'il est élu, elle n'arrête pas. On a l'impression que c'est la solidarité des Blancs. C'est le couple. Voilà, c'est le couple. Est-ce que finalement, pour vous, c'est judicieux? C'est judicieux dans la mesure où elle se place sur le même créneau que lui, un créneau populiste. Les Français d'abord. Les Français d'abord comme America's First. Enfin, vraiment, elle est sur ce même créneau-là. Elle provoque chez nos voisins la même frayeur que Donald Trump a pu provoquer chez les voisins des États-Unis. Donc, pourquoi pas? Et puis, ça parle, finalement, je pense, il y a pas mal de sympathisants de Donald Trump aussi en France. Et ça parle à ces gens-là sur le côté, je suis une rebelle, anti-système, etc. Elle n'a pas besoin, finalement, de tout réexpliquer puisqu'il l'a déjà fait avant
avant elle. Et ça, ce que ça dit aussi, c'est que la victoire est possible. Et dans ce sens-là, oui, elle a raison de faire référence à Donald Trump. Mais bon, ça fait très très peur à nos voisins. La presse justement, allemande... voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Que pensent justement nos voisins de Marine Le Pen aujourd'hui, qu'elles sont en tête du premier tour de la présidentielle? En fait, même donc les Britanniques, mais surtout les Allemands, tous estiment que c'est la fin de l'Europe si elle passe. Et tous le disent. Et même le Financial Times, qui est quand même pas non plus le journal le plus, europhile du monde tout le temps, le Financial Times dit l'Union européenne peut survivre au Brexit, il ne survivra pas si Marine Le Pen, elle ne survivra pas si Marine Le Pen passe. Et ils le disent tous, et que ce soit les Autrichiens, les Espagnols, ils sont tous effrayés de voir cette femme monter, parce que la France reste malgré tout un des très très grands pays européens, et que si elle passe, c'est vraiment une catastrophe. Pour ça, oui, moi à propos de Donald Trump, j'étais frappé au meeting de Marine Le Pen dimanche dernier à Lyon. C'est qu'à la fin de son discours, d'une phrase, elle a prononcé le nom de Trump, et la salle a réagi, a acclamé ce qu'elle venait de dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'osmose entre son électorat et ce qu'elle pense de Trump qui est très forte. Donc il faudrait éviter de trop se moquer de ces allusions à Trump, parce que ça correspond à une réalité dans son électorat. Irène Achospé, c'est vrai qu'on l'a entendu tout à l'heure, Marine Le Pen. Donald Trump, il n'a pas fait revenir Ford d'un coup de tweet. C'est pas un tweet qui fait que ça se passe comme ça. Voilà, autant le dire. Non, parce que c'est comme ça qu'elle l'a résumé, bien sûr que non. Donc c'est beaucoup plus. Puis il a quand même quelques difficultés, Trump, en ce moment. Il y a des mesures qui sont retoquées par les cours d'appel. Non, c'est pas aussi simple. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Non, elle a l'air de dire que c'est très simple. Non, parce que même pour l'instant, on est toujours en Europe. Elle pourra pas prendre des mesures protectionnistes. Je pense pas qu'elle en sortira. Je pense que dans son idée, c'est de dire on sort de l'Europe et comme ça, on fait une protection. Enfin, vous voyez, c'est. Oui, mais je pense qu'elle a quand même un peu adouci dans son programme. Elle dit plus on sort de l'euro, on revient à la monnaie nationale. Alors, si vous me direz, c'est la même chose, c'est pas rédigé pareil. Exactement. Et je pense par exemple à Syriza en Grèce, qui au début disait on va sortir de l'Europe et de l'euro, et puis comme ils avaient vu quand même que les Grecs ne voulaient pas ça, et ça faisait très peur aux Grecs, en fait, ils l'ont supprimé, et c'est comme ça qu'ils sont passés. Donc, je pense que Marine Le Pen, je pense pas si tout de suite, je crois pas que tout de suite elle dirait on sort de l'euro et on laisse tomber. Quand même. Oui, sur Ford, en fait, cette histoire, c'est que Ford a a utilisé ce tweet pour dire ok, on cède, etc. Et en fait, les investissements, ils se sont faits où? Ils se sont faits un tout petit peu aux États-Unis. C'était des investissements qui étaient déjà un petit peu anticipés. Et surtout, ils se sont quand même faits au Mexique, mais dans une usine au sud du Mexique qui va desservir l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et pourquoi? Parce que finalement, ils n'ont plus de clients aux États-Unis. Donc, c'est pas du tout une victoire de Donald Trump, cette histoire. Du tout. Allez, on va parler de la présidentielle, on va continuer, mais cette fois-ci du côté Internet. Et vous allez voir, il y a des choses à dire, puisque la présidentielle française pourrait être menacée. Oui, exactement comme l'élection présidentielle américaine. On en parle dans un instant. L'info à 20h40. Pierrick Bonneau. La justice ordonne une nouvelle contre-expertise plus de 7 ans après le crash du vol Rio-Paris. C'est une information France Info. Les 3 experts qui viennent d'être désignés doivent rendre un rapport provisoire le 3 septembre prochain pour tenter d'expliquer les causes du drame. 228 passagers et membres d'équipage avaient perdu la vie. L'auteur de l'attaque du Carrousel du Louvre, un Égyptien de 29 ans mis en examen, il devra répondre devant la justice des actes de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, toujours hospitalisé après avoir été gravement blessé par des tirs de riposte des militaires il y a une semaine. Il s'est vu notifier sa mise en examen par un juge antiterroriste sur son lit d'hôpital. Tension ce soir avec les forces de l'ordre dans le quartier des Halles à Paris. Les policiers ont eu bien du mal à contenir quelques 150 manifestants d'extrême gauche venus soutenir le jeune Théo, très violemment interpellé par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois. L'appel avait été lancé sur les réseaux sociaux. Le centre commercial des Halles a été plongé dans un nuage de gaz lacrymogène vers 19h. Que peut-il bien préparer? Donald Trump promet de nouvelles mesures pour assurer la sécurité des États-Unis dès la semaine prochaine. Peut-être encore une série de textes dans la lignée de son décret anti-immigration, toujours suspendu par la justice. Le président des États-Unis se dit confiant ce soir. Il n'a aucun doute sur la victoire finale de son texte en justice. Et puis saison terminée pour la skieuse suisse Lara Gut. Elle s'est blessée au genou gauche lors du combiné des mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz. Rupture du ligament croisé pendant l'échauffement. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons parler maintenant du Canard enchaîné et non pas de François Fillon. C'est vrai que ça semble bizarre tant les deux semblent liés depuis quelques temps, mais mercredi dernier, le Canard enchaîné révélait donc que Pénélope Fillon avait touché des indemnités de licenciement, mais quelques pages plus loin, eh bien, le Canard enchaîné s'intéressait à une affaire qui semble tout droit sortie d'un scénario de Jason Bourne. Selon le palmipède, la DGSE prend très au sérieux l'influence des services secrets du Kremlin sur les résultats de la prochaine élection présidentielle française. L'Élysée serait d'ailleurs en passe de réunir un conseil de défense dans les prochains jours afin de réfléchir aux moyens de contrer l'offensive russe. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est normal. Les autorités françaises redoutent un scénario à l'américaine où les mails confidentiels d'Hillary Clinton avaient été révélés et mieux vaut s'y préparer, selon le responsable du cabinet de conseil, Wavestone. Ces attaques sur les partis politiques sont difficiles à juguler. Pourquoi ? Parce qu'un parti politique, par défaut, c'est une organisation très ouverte. Elle doit communiquer avec ses militants, avec les sympathisants, avec tout l'écosystème. Donc, quelque part, la sécurité, il ne faut pas qu'elle empêche non plus cette communication. Christophe Ayvel, je vous revois me regarder. Je ne comprends rien. Vu l'inintérêt de la campagne pour l'instant, pourquoi ça intéresserait les Russes ? Parce qu'il y a un ou une candidate plutôt qui les intéresse en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, mais en fait, c'est pour dire quoi ? Parce que en fait, ça serait pour pousser les pions exactement comme en fait. Vous savez, aux États-Unis, il y a des soupçons comme quoi des hackers russes auraient aidé Donald Trump à être élu en diffusant des fausses informations. Et là, la France a peur. Ça c'est déjà avéré une connerie, ça, non ? Visiblement. Ça a un peu fonctionné, tout petit peu. Et donc, ils ont peur qu'en France, finalement. Vous avez besoin de scénarios en ce moment dans les médias. Voilà, exactement. Non, mais vous êtes en manque, vous en avez ras-le-bol de l'affaire Fillon, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est une chose véridique en fait, et c'est la DGSE quand même qui s'inquiète de ça. C'est vrai, Virginie Petit, c'est quand même une menace. Assez sérieuse qui est quand même pris véritablement au plus grand sérieux par les services secrets français. Effectivement, oui, c'est pris au sérieux par la DGSE. Il y a effectivement visiblement des mouvements de hackers et surtout de trolls qui sont financés par les Russes. Et qui œuvreraient en faveur de Marine Le Pen. Mais bon, Marine Le Pen est aussi de toute façon financée par des banques russes, ou des banques russes défuntes, on va le dire comme ça. Donc il y a de toute façon une convergence d'intérêts pour que elle soit sur le devant de la scène de la part de la Russie. Et les trolls sont d'extrême droite. Exactement. Ah non, mais c'est très compliqué, vous voyez, Christophe. Je ne crois pas une seule seconde. Non, mais les trolls sont parfois rémunérés en revanche. C'est vrai. Comment ça pourrait l'aider ? Non, mais techniquement, parce que là, je pense qu'il y a des gens coincés dans les bouchons à la montagne qui sont en train de se dire mais comment ? Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne, un candidat présidentiel, qui en a été victime, c'est Emmanuel Macron, puisque Sputnik et RT, c'est-à-dire Russia Today, en français, ce sont des médias financés par Moscou, qui l'ont pris pour cible et qui attaquent de toute façon Emmanuel Macron et qui s'appuient par exemple sur des déclarations d'un élu français, Nicolas Duhigg, sur la vie secrète supposée d'Emmanuel Macron. Et donc on inonde à ce moment-là les réseaux sociaux dessus, et ce qui a fait qu'Emmanuel Macron a été obligé de démentir sa vie soi-disant secrète cette semaine à Bobino lors d'un meeting. Est-ce que vous pensez que la classe politique a besoin des Russes pour se mettre des bâtons dans les roues? Ah ben non, mais eux, le problème c'est qu'ils voient des candidats. Là, c'était pas des hackers pour Macron, c'était carrément la presse. Donc c'est sûr que la Russie. Alors après, il n'y a pas que la DGSE qui s'inquiète. Il y avait l'Association nationale de sécurité des systèmes d'information qui a fait une conférence en décembre sur le sujet et qui disait jusqu'à maintenant ça se limitait à l'espionnage économique. Et effectivement, ça passe chez les politiques parce que, comme l'a dit l'intervenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus d'humains et c'est beaucoup plus ouvert. Donc le Graal du hacker, c'est quoi? C'est d'essayer de rentrer, de pirater les ordinateurs ou les téléphones portables pour rentrer dans les messageries privées des proches d'une personnalité politique et après de voir les échanges et de sortir toutes les crapuleries possibles. Donc c'est ça que moi je crois pas du tout que ça soit impossible. C'est-à-dire qu'on est balancé sur des réseaux sociaux, des mails échangés, je ne sais pas, moi entre Macron et je ne sais pas qui, et qui sont des mails dont on aurait préféré peut-être qu'ils restent dans la sphère privée. Donc moi je pense pas que ça soit impossible. Et d'ailleurs je dois dire qu'ils avaient juste organisé une conférence et tous les partis politiques sont venus, sauf le Front National. Exactement, sauf le Front National. Jean-Claude Jaël. Non, mais je crois qu'effectivement il faut prendre ça au sérieux, mais ça, au fond ça ne fait que donner plus d'importance au rôle de la presse et des journalistes pour vérifier ce genre d'informations. De ce point de vue-là, je trouve que du coup l'instrumentalisation de la défiance
vis-à-vis des journalistes comme l'affaire Raffarin et quand vous voyez ces médias, Fillon, quand vous voyez ces médias justement financés comme Sputnik et RT, ils ont énormément d'influence sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez que beaucoup de gens ne font plus confiance aux médias et ne s'informent que par ça. Oui, mais c'est une toute petite partie des médias. Les médias classiques, traditionnels, le travail qu'on fait est quand même encore plus puissant que ce que peut faire Russia Today. La puissance, en fait, elle vient aussi de la façon dont ils arrivent à amplifier ça sur les réseaux sociaux en utilisant et en rémunérant des gens ou des concepteurs de bots pour justement que ça sature les réseaux sociaux et que ces informations-là remontent. Après, effectivement, on peut démentir, on peut dire ça n'est pas vrai, mais il y a aussi ce que les gens ont envie de croire. Enfin, c'est ça le problème, c'est aussi le récepteur. Et le récepteur, en ce moment, il est prêt à croire pas mal de choses. Donc, voilà. Christophe Lévesque. Oui. Non, mais moi je suis content qu'on parle des dérives d'Internet, parce que j'ai écrit un bouquin dessus. Tout à fait. Et mais ça c'est pas nouveau, ils font ça aussi pour les paquets de lessive. Mais justement, aujourd'hui, ce sont ces méthodes-là. Mais les mêmes méthodes. Moi qui me suis bien intéressé au sujet, la cible, franchement, les gens qui tombent dans ce piège-là, je pense de toute façon. Je vais pas dire que qu'il y a rien à en tirer, qu'il y a rien à faire. Mais je pense que ce sont des gens qui sont au niveau de l'intelligence légèrement condamnés. Non mais Christophe, et donc de toute façon, soit ils n'iront pas. La plupart, on voit qu'il y a quand même une méfiance envers les médias traditionnels que nous représentons. Oui, c'est vrai. Oui, mais parce que ça, c'est les thèses complotistes qui alors là circulent sur Internet. Est-ce que ça peut influencer le vote si sur une seule personne, s'il y a un candidat qui est ciblé exclusivement, oui, effectivement, ça peut l'ennuyer. Je pense que tout le monde va y avoir droit et que ça devrait s'annuler. Virginie Petit, après Irène Chose. Là où je vous rejoins, c'est que pour moi, ce qui serait tout aussi intéressant, ça serait vraiment qu'on s'intéresse au financement. Ce serait vraiment qu'on aille creuser sur la façon dont le FN démarche des banques et des oligarques et des fonds russes pour financer sa campagne. Parce que ça dit quelque chose de ce qu'il pourrait mener derrière comme politique. Enfin, ça, pour moi, on est sur quelque chose vraiment de fond et d'idéologique. Plus que finalement ces histoires de hacking, comme on a pu voir aux États-Unis finalement. On pensait que c'était quelque chose un peu fantasmagorique. Je pense que tout converge, mais c'est peut-être plus palpable sur le financement. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, juste, Irène, et ce serait bien qu'on nous dise aussi d'où vient l'argent de la campagne d'Emmanuel Macron aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. On le saura un moment. S'il y a des hackers qui nous entendent, par exemple, moi j'aimerais bien, par exemple, savoir. Irène Mais le truc, c'est que les affaires n'ont pas l'air d'impacter beaucoup Marine Le Pen. Ça glisse comme l'eau sur les bulles d'un canard. Exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc elle a des emplois fictifs au Parlement européen, mais personne n'en a rien à faire. Ces problèmes de financement, comme vous disiez, ont été évoqués, personne n'en a rien à faire. Enfin, je crois qu'elle est une famille pacifique. Oui, bien connue. Le chien Benjamin allemand de l'autre a bouffé le chat du second. Enfin voilà, il y a des trucs très sympas. C'est affreux, c'est affreux. Non, mais franchement, rien n'a l'air de l'impacter. Et je pense que même si on trouvait des trucs sur le financement, les gens qui votent pour elle n'y croiraient pas cette fois-là. Et l'excuse est toute trouvée, c'est en France, on ne veut pas m'en prêter. Voilà. Oui, et les banques aussi. Allez, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau. Bernard Cazeneuve rappelle que le niveau de menace terroriste est extrêmement élevé en France après le coup de filet de Montpellier ce matin dans l'Hérault. Donc un projet d'attentat imminent a été déjoué selon le Premier ministre. 4 personnes, dont une mineure de 16 ans qui avait prêté allégeance à Daesh, ont été arrêtées dans Montpellier et sa région. Europe Écologie Les Verts va soumettre au vote de ses militants les négociations avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Ceux qui ont voté à la primaire écologiste vont pouvoir se prononcer par Internet sur les différentes étapes qui pourraient conduire à une candidature commune à gauche. Les discussions entre les camps du candidat écologiste Yannick Jadot et son homologue socialiste Benoît Hamon ont d'ailleurs déjà débuté. Les Nations Unies dénoncent l'intensification des raids saoudiens au Yémen. La coalition menée par Riyad a multiplié ses frappes au risque de piéger la population civile et entraver les opérations humanitaires. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, des civils ont été pris pour cible et pris au piège pendant les combats ces derniers jours. Nouvel épisode de pollution atmosphérique demain à Paris. Le stationnement résidentiel sera gratuit toute la journée dans la capitale. La ville appelle les Parisiens à s'adapter en utilisant prioritairement les transports en commun, le covoiturage ou des véhicules peu polluants. Et puis attention, ce sera rouge demain sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes, week-end de chassés-croisés. Des vacances de février, c'est vert partout ailleurs.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, il nous reste peu de temps pour parler d'un sujet qui, c'est comme de l'écho en fait. Finalement, on y revient toujours et vous allez sûrement en entendre parler dans les semaines à venir, puisque vous savez, cette semaine, les autorités britanniques ont eu l'autorisation de leur Parlement d'engager le Brexit, mais le Grexit, voilà, celui-là, on en parlait beaucoup, suivra-t-il? Souvenez-vous, il y a 2 ans, on en parlait beaucoup, la situation en Grèce avait mis les nerfs de l'Europe à très rude épreuve. Eh bien, ça pourrait recommencer. Oui, en effet, un rapport du FMI s'inquiète de la dette grecque qui frôle les 180% et pourrait peser dans 50 ans plus de 260%. Oui, c'est possible. Alors, problème, le FMI a conditionné son aide à la Grèce et les Européens continuent à le soutenir. Alors, après les crises institutionnelles, les désaccords sur l'accueil de réfugiés, une nouvelle crise grecque se profile-t-elle? Irène Achospé, on a l'impression que là, ça en prend tout de suite la direction là. Ah oui, là on est dans une situation extrêmement... On en parle très peu, mais c'est quelque chose qui... critique. Il y a une réunion des ministres des Finances européens le 20 février. Et là, s'ils se mettent pas d'accord, le problème c'est que la Grèce on doit lui prêter 7 milliards à rembourser. Donc elle sera en faillite. Donc on va reparler du Grexit, bien entendu. Et je crois qu'il y a eu une espèce d'accord aujourd'hui, une annonce d'accord quand même entre les Européens et le FMI qui ont l'air d'adopter une position commune. Mais le problème, c'est qu'on est toujours, je rappelle quand même qu'il y a eu 3 plans d'aide en 2010, 110 milliards, en 2012, 135 milliards, en 2015, 80 milliards, 5 élections générales, 6 premiers ministres, et on n'en sort pas. Et c'est vrai qu'on leur demande des efforts, mais que nous, on serait incapables de faire. Ah bah oui, d'être en excédent primaire de 1,5 ou de 3,5%, alors que nous, on est tranquillement en déficit primaire. Et depuis 95, on a été en excédent primaire une fois. Donc, on leur demande quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement compliqué à mettre. Alors après, c'est la renégociation de la dette. C'est pas très simple non plus. Christophe, je suis entièrement d'accord. Et qui ne fonctionne pas. La preuve, c'est-à-dire qu'on leur, on leur donne 7 milliards d'un côté pour leur en reprendre 10. Donc la dette ne fait qu'augmenter. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, c'est très très simple. Donc un effacement partiel, voire total de la dette, parce que la question, on nage en pleine hypocrisie depuis le début avec la dette grecque. Les Grecs ne rembourseront jamais leur dette. Reste à savoir quand. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est fixer une date. Voilà. Alors, Virginie Petit, c'est vrai qu'avec le Brexit, à un moment, ça a un peu effacé les autres problèmes. On a l'impression que, il y avait ce problème à régler. Bon, ça y est, là, c'est réglé, ça va prendre 2 ans. On a l'impression que c'est comme ça. Mais là, en fait, en retombant dessus, aujourd'hui, on est tombé sur une dépêche. C'est vrai qu'on a l'impression que, ça y est, on va repartir dessus, de nouveau, à reparler de la Grèce, des problèmes. Et puis que d'autres pays aussi, de nouveau, se retrouvent confrontés avec ce problème de dette. Voilà. Alors, peut-être qu'il faudra attendre les élections allemandes en septembre, voir qui est aux finances, parce que l'actuel ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, j'espère que je le prononce bien, est quand même assez dogmatique sur ces questions-là, et c'est lui quand même qui a la main là-dessus et qui donne le ton, et le ton très sévère et très austère qui a été adopté jusque-là, c'est le sien. Et donc, après les élections en Allemagne en septembre, on verra qui est aux commandes en Allemagne et peut-être que ça changera. Mais d'ici là, effectivement, on risque d'entendre beaucoup parler de la Grèce. Jean-Claude Jeannette. Oui, moi je me demande si c'est pas un élément d'un bras de fer entre le FMI et l'Union européenne. Parce que le FMI, justement, compte tenu de l'arrivée des échéances électorales, non seulement en France, mais il y en a en Allemagne et il y en a aux Pays-Bas. Veut faire pression sur l'Europe et particulièrement sur l'Allemagne pour qu'elle assouplisse cette dette et qu'elle éponge une partie de la dette grecque. Donc c'est le moment ou jamais, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça que les tensions à nouveau s'exacerbent. Christophe Ayrault, vous vouliez ajouter? Je pense que tout n'est pas encore privatisé en Grèce, donc il faut attendre que tout le soit, qu'ils aient bien tout vendu. Voilà, qu'on les ait bien épongés, et puis là, peut-être qu'on leur dira, bon, allez, d'accord, on va faire un effort. Mais parce qu'ils sont en train de tout vendre, c'est une catastrophe. Moi, j'ai des gens que je connais bien qui vivent là-bas, c'est une catastrophe. Les hôpitaux, c'est une catastrophe. Ce pays va bientôt être en ruine. Nous, on se rend pas bien compte, vu d'ici. Mais et puis, il n'y a pas que les Allemands, on parlait des Allemands tout à l'heure, il n'y a pas que les Allemands, Les Français suivent comme des petits toutous aussi, Et les caisses de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne, regorgent de pognon. Irène Achospé, justement, sur ce sujet, aujourd'hui,
On va reparler de la dette encore et toujours. Ça reste quand même un objet. On a vu des candidats pendant les primaires, par exemple de gauche notamment, qui disaient il faut aujourd'hui l'effacer, la dette, comme on avait eu ces débats au moment de la crise. Oui, je crois qu'on va en reparler, effectivement. Après, c'est très différent selon les candidats. Hein. Par exemple, Benoît Hamon dit mais c'est pas la dette financière qui compte, c'est la dette vis-à-vis de la nature. Bon, ça c'est quand même autre chose. Mais la dette, c'est quand même un sujet. Nous, on est à 2000 milliards, c'est-à-dire que l'intégralité de ce qu'on produit, ça fait quand même beaucoup. Après, on pourrait concevoir un mécanisme, je pense, assez intelligent au niveau européen sur une mise en commun des dettes. Enfin, il y a des tas d'économistes qui réfléchissent là-dessus. Donc, au lieu de chaque fois attendre qu'il y ait une crise et de dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait, si on réfléchissait calmement à un mécanisme européen de. Mais il y a longtemps qu'on le sait plus. Ça doit se terminer d'ailleurs. Irène Chospé, je vous conseille d'ailleurs le livre de Christophe Alévèque. On a marché sur la dette. Vous avez écrit dessus. Merci beaucoup, Irène Chospé, d'être passée ce soir aux Informés de France Info. Merci, Christophe Alévèque. Et le 2 juin, la fête de la dette à Marseille. Déjà, oh là, mais on a le temps encore, on va en parler. Jean-Claude Jaillette, la une de Marianne cette semaine. Pourquoi ils peuvent la faire gagner? Fillon, Macron, la gauche. Et là, évidemment, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, bien sûr. Virginie Petit, la une de quoi internationale? Avec Donald Trump, l'Amérique sort du jeu de la mondialisation. Et voilà. Deux journaux à trouver, bien sûr, en kiosque. Il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestracci. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Quel est le problème de Classico ce soir? Et on va faire une bonne petite mêlée, une émission très rugby, avant-veille évidemment de ce match France-Écosse. Deuxième chapitre, ça vous fait tousser. Deuxième chapitre du tournoi des destinations pour les Bleus. Match déjà crucial après cette défaite en Angleterre. On va parler aussi de la candidature française pour le mondial de rugby 2023 et un autre match crucial en ce moment pour le PSG à Bordeaux en Ligue 1. Donc voilà, programme très riche. Très bien, ça va être formidable. Le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info. Tu sais Patrick, j'ai un grand regret. Quoi? J'ai raté l'immanquable, le PSG Barça 2015 en Champions League. Non mais tu rigoles, non. T'imagines la solitude à la machine à café, les mensonges aux copains. J'ai failli Patrick, j'ai failli. T'inquiète pas Alex.